bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir invité Mitax pour cette présentation-là. Donc, en fait, pour la première partie, mon but, c'était un peu de faire le portrait de la situation au niveau de la recherche, de l'employabilité des doctorants, en donnant une vision un peu politique à la chose, et non pas politique partisane, mais politique publique. Donc, je suis assez conscient que pour certaines parties de la présentation, il y a des gens dans la salle qui vont être plus experts que moi. Fait que si vous voulez complémenter ce que je dis, sentez-vous très à l'aise. C'est bon. Donc, je commence avec une mise en contexte au niveau de la productivité. Juste pour, bon, c'est quoi la productivité? C'est le ratio entre la valeur des produits qui entrent dans la composition pour la fabrication d'un produit ou d'un service versus donc les entrants versus les extrants. Ça peut se mesurer en PIB par heure travaillée ou en nombre de produits par heure travaillée. Comment on veut améliorer la productivité? En investissant évidemment dans l'équipement, dans la machinerie qui va nous aider à produire plus rapidement, plus facilement. Et en améliorant aussi la formation du personnel. Donc des gens bien formés vont être de nature plus productive. Et l'impact d'une augmentation de la productivité, au niveau d'une entreprise, ça va être des meilleurs salaires à la fois pour les dirigeants et pour les employés, parce qu'il y a une répartition des profits et des économies. Donc, augmentation des profits, réduction des coûts, des prix, puis une meilleure compétitivité de l'entreprise, et on pourrait penser à une meilleure pérennité de l'entreprise dans le temps. Au niveau national, ce que ça veut dire pour un pays, c'est l'augmentation du niveau de vie de ce pays-là. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut regarder comment le Canada s'en tire au niveau de la productivité versus d'autres pays. Puis, évidemment, on aime bien se comparer aux États-Unis. Là, on peut voir que depuis, vers la fin des années 70, début des années 80, on était à peu près à 95 % du niveau de productivité des États-Unis. Donc, il n'y avait pas vraiment de souci. On était au pair avec nos voisins du Sud. Par contre, ça fait juste diminuer, puis là, on est autour de 70 %. Donc, c'est évidemment des stats qui datent un peu, mais on peut présumer que ça n'a pas augmenté en flèche depuis ce temps-là non plus. Donc, il y a un retard de productivité au Canada versus nos voisins du Sud. Puis, le pire, c'est qu'on continue à perdre du terrain. Si on regarde la croissance du Canada, ça, c'est des chiffres de 2011, 0,9 % de croissance, tandis que les États-Unis, c'était 2,1 %, puis la moyenne des pays de l'OCDE, c'était 1,9 %. Donc, il y a un retard de croissance en plus qu'on était déjà derrière. Donc, comment améliorer la productivité du Canada? Donc, il y a plusieurs groupes d'études qui se sont penchés là-dessus. Il y a eu plusieurs rapports. Le rapport de 2012 de l'OCDE émettait deux recommandations principales. Améliorer la quantité et la qualité du personnel hautement qualifié. Donc, aujourd'hui, on extrapole ça à des doctorants. Mais on pourrait penser à des étudiants qui ont au moins fait un bac, sinon une maîtrise ou peut-être un postdoc, et tout ce qui est considéré comme études supérieures. Et augmenter les investissements en R&D des entreprises. Donc, si on commence avec la formation de personnel hautement qualifié, on peut se rapporter à plusieurs articles qui vont sortir dans des publications diverses sur la surproduction de PhD au Canada. Donc, là, on rentre peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que le Canada fait trop de PhD, puis là, ils ne savent pas où se placer, donc peut-être qu'on devrait restreindre l'accès aux diplômes supérieurs dans nos universités, pardon. Donc là, j'ai sorti quatre articles, soit dans la presse, sur le site de Radio-Canada, ou peu importe, sur la difficulté des doctorants de se trouver un job, ou sur le nombre trop important de doctorants, ou sur les faibles salaires de ces étudiants-là une fois qu'ils sont sur le marché du travail, etc. Donc, les points de vue sont divers, mais à chaque fois, généralement, c'est rarement des bonnes nouvelles en tant que telles qu'on annonce. Par contre, quand on regarde, encore une fois, le portrait dressé par l'OCDE en 2012, le Canada est 25e en termes de production de titulaires de diplômes dits supérieurs dans les pays de l'OCDE. Donc, si on regarde le Canada qui est surligné un petit peu en rouge ici, on est loin, loin, loin derrière en nombre de gradués au niveau doctoral. Je pense que c'est par 100 000 habitants, là, juste pour ramener en fonction de la population de ces pays-là. Donc, on a les pays que, quand on parle d'innovation et de pays innovants, là, tout de suite, on pense à la Suisse, la Suède, ce genre de pays-là. Ils sont tous loin, loin devant nous. Donc, on peut présumer qu'en fin de compte, on ne produit pas nécessairement beaucoup plus de doctorants que les autres pays de l'OCDE. On en fait même beaucoup moins. Probablement que le point le plus
le plus positif de ce graphique-là pour le Canada, c'est la proportion de femmes qui ont un doctorat qui est à 52 %. À part ça, le reste, c'est pas très reluisant. Donc, le deuxième point qui est amené par le rapport de l'OCDE, la deuxième recommandation, c'était d'augmenter les investissements en R&D des entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du ce qu'on appelle le GERD, qui est un acronyme anglophone pour Government Expenditures in R&D, le Canada est 6e dans le G7, 21e sur 30 pays de l'OCDE, donc les dépenses directement du gouvernement en R&D. Le HERD, c'est Higher Education Expenditures, donc c'est ce que nos universités et collèges dépensent en R&D. Ça, il n'y a pas vraiment de souci. 8e dans l'OCDE, 1er dans le G7, ça a peut-être bougé depuis que ces stats-là sont sortis, mais quand même, on s'en sort bien. Nos universités et collèges font plus que leur part au niveau du financement de la recherche. Et le BIRD, c'est le Business Expenditures in R&D. Là, on est 25e dans la CDE. Si je ne me trompe pas, on est rendu dernier depuis que ces chiffres-là sont sortis. 6e dans le G7. Si on regarde le graphique ici, il y a juste la Norvège qui fait pire que nous. Et je me demande si la Norvège n'est pas passée devant nous. Donc, il semble vraiment y avoir un problème au niveau des dépenses R&D, notamment au niveau des dépenses R&D des entreprises. C'est certain que le tissu entrepreneurial au Canada, c'est beaucoup de PME. Fait que c'est plus difficile pour une PME de financer de la R&D que peuvent le faire les multinationales. Donc, il y a cette réalité-là qui entre en ligne de compte. Mais quand même, il y a un réel problème. Les entreprises n'investissent pas dans leur propre R&D. Soit ils attendent que le gouvernement le fasse, ou ils attendent peut-être que les universités et collèges le fassent, trouvent quelque chose, puis là, ils vont partir d'une entreprise. Puis là, donc, c'est peut-être les attentes qui existent. Plus de PhD en entreprise. Donc, ce que notre programme principal qui s'appelle Accélération, donc ce que Mitacs Accélération offre aux entreprises et organismes, c'est de s'allier avec nos universités pour établir des collaborations de recherche. Quand je parle des entreprises, je ne dis pas recherche, je dirais R&D ou innovation, parce que sinon, ça leur fait peur. Donc, ça participe à la formation des étudiants gradués sous forme de stage dans les organisations. Donc, les étudiants, pendant leur maîtrise, pendant leur doc, pendant leur postdoc, vont faire une partie de leur recherche dans une organisation partenaire, qui va être une entreprise, un OBNL, une société d'État. Donc, continuent sur le projet de recherche. Ils ne s'en vont pas travailler dans l'entreprise. Ce n'est pas un stage coop, ils ne vont pas répondre au téléphone. C'est vraiment continuer à travailler sur leur projet de recherche, mais en collaboration avec un partenaire qui, évidemment, va retirer des bénéfices de cette collaboration-là. Donc, pour ces étudiants-là, on pense automatiquement à une amélioration des compétences transversales parce qu'évidemment, quand tu fais ton projet dans une entreprise, notamment, tu vas apprendre des choses que tu ne pourras jamais apprendre sur un banc d'école. Tu vas assister à des rencontres d'équipe. Il y a des livrables. Il y a des deadlines qui sont peut-être plus serrés en entreprise que peuvent l'être au niveau académique. Donc, c'est toutes des choses qui vont être super utiles de toute façon pour ces étudiants-là qui vont devoir se trouver un job un jour ou l'autre. Ça procure évidemment une expérience de plus dans le CV des étudiants aussi. Et les étudiants sont donc plus aptes à intégrer le marché du travail une fois que la collaboration est terminée, les étudiants finissent leur diplôme, ne continuent pas au niveau académique, mais s'ils décident d'aller sur le marché du travail, bien, au moins, ils ont déjà une expérience terrain, ils ont déjà des contacts dans une ou plusieurs entreprises en fonction de où ils ont fait leur projet. Puis au niveau des entreprises, bien, ça vient vraiment démystifier c'est quoi un PhD pour une PME. Donc, une collaboration, même si elle est courte, va permettre à une PME de voir ce qu'un PhD peut faire dans son entreprise, puis se rendre compte que ce n'est pas juste un super technicien qui coûte 3 fois plus cher qu'un technicien. C'est vraiment quelque chose qui est au-delà du niveau technique et tout ça. C'est quelqu'un qui va penser différemment, qui va amener des idées nouvelles qui ne peuvent pas juste ressurgir de par elles-mêmes. Donc, il y a vraiment une plus-value super importante qui dépasse probablement le salaire que cette personne-là va coûter à une entreprise. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on le fait, c'est par l'intégration de stagiaires en entreprise. Des entreprises qui, au jour à jour, jamais n'ont peut-être même pas de département de recherche ou de R&D ou peu importe. Puis là, pour un besoin relativement ponctuel, vont s'associer avec une université pour un projet de 4 mois, 1 an. Puis là, ils vont voir, OK, ouais, là, ce doctorant-là, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça peut être bénéfique pour mon entreprise. Donc, on vient changer un peu la culture des entreprises, puis peut-être, bon, comme je dis ici, démystifier c'est quoi un PhD, mais aussi participer à la création de nouveaux postes qui vont demander ces PhD-là pour l'insertion professionnelle.
Gain de productivité pour les entreprises, évidemment, et création d'emplois, parce qu'il y a des postes qui, à chaque année, sont créés suite à ce programme-là. Et le dernier point, c'est ce qui est très important quand on parle aux universités, c'est que la recherche n'est pas moins bonne, n'est pas moins valide. C'est juste qu'au lieu de faire sur un cas purement théorique, on va le faire sur un cas appliqué aux besoins d'une entreprise ou d'un organisme. Donc, on a fait 2 études longitudinales, il me reste très peu de temps. Pour les étudiants, 96 de taux de satisfaction des étudiants. La majorité indique que le programme a fait d'eux de meilleurs candidats à l'embauche. Un très haut taux d'entrepreneuriat étudiant aussi. Et 200 emplois créés par année suite à ces stages-là. Donc, les entreprises décident d'engager ces étudiants-là ou un autre étudiant qui a un diplôme supérieur. Et ce n'est pas un remplacement, c'est vraiment comme on va créer un poste parce que je veux avoir quelqu'un qui a les études supérieures dans mon entreprise. Et au niveau des entreprises, 92 de taux de satisfaction, 47 ont entamé des nouvelles collaborations avec des universités. Donc, un petit projet mène à d'autres projets par la suite. Donc, on rapproche le milieu le milieu, je dirais, entrepreneurial du milieu académique. 82 ont poursuivi les collaborations avec le superviseur. 30 ont engagé au moins un stagiaire. Puis le point probablement le plus important, c'est le dernier, c'est l'augmentation des investissements en R&D. Donc, pour revenir à mon point du début, c'est que 41 des entreprises ont décidé d'investir entre 10 000 et 100 000 supplémentaires en R&D suite au projet collaboratif qui a été formé avec l'université. C'est 30 qui c'est entre 100 000 et 500 000. Donc, en résumé, en fonction des disciplines d'études et de recherche, on le sait, c'est entre 6 et 30 des doctorants là, qui vont décrocher un poste de professeur. Puis le nombre de doctorants inscrits dans une université fait juste augmenter d'année en année. Donc, c'est très utopique de penser que ces gens-là vont tous se trouver un job de prof ou rester dans l'académique. Donc, c'est important de les préparer d'avance à ce qui les attend par la suite pour la majorité d'entre eux. Il y a une prise de conscience de la part des universités puis des superviseurs académiques. Donc, la formation de ce qu'on appelait les mini-mi, là, un prof qui a été formé par son prof puis qui veut former d'autres profs. Ça existe de moins en moins parce qu'on se rend compte que c'est plus ça la réalité. Puis les autres points sont ici, on les a mentionnés. Donc, un stage de recherche pendant les études va être bénéfique pour les entreprises, pour les organisations, les OBNL, pour les étudiants, pour les superviseurs académiques aussi, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais ce que ça apporte, c'est de l'argent aussi. C'est 60 millions de dollars en subvention de recherche dans nos universités. 60 millions, ça, c'est au niveau national l'année passée. Donc, vraiment, tout le monde est gagnant là-dedans. Et le Canada, parce qu'éventuellement, c'est le but aussi.